Donc c'est la séance d'automne de section interventionnelle qui concerne les pathologies non cancéreuses. Donc on va parler du cœur, de l'osso-articulaire, de tube digestif et de neurologie. Et je passe la parole immédiatement à Pascal Prince qui va vous expliquer comment ça évolue en chirurgie cardiaque valvulaire. Monsieur Urgebach, merci. Messieurs les modérateurs, Monsieur le Président, Messieurs les modérateurs, Mesdames, Messieurs les académiciens, chers confrères, ça ne doit pas être ma présentation parce que là j'aurai beaucoup de mal de parler de pathologie musculo-squelettique, je ne vais pas avoir les compétences. Donc merci beaucoup de m'avoir convié à parler, oui, à faire le point avec vous. Non, ça c'est la neuroradiologie, il y a toutes les spécialités. Hein. Non. Résultat à vie, celle-là, voilà. Faire le point avec vous donc sur l'évolution du remplacement valvulaire aortique par voie percutanée, dont l'acronyme, vous le savez, est TAVI pour Trans-Arterial Valve Implantation. Les Américains commencent à changer un petit peu, maintenant c'est TAVR pour Replacement à la place de Implantation. Juste pour rappel, vous savez que ce sont des produits français à la base. Hein. Alain Cribier, cardiologue à Rouen, en 2001, pose la première valve percutanée aortique, parce qu'elle c'est ce qui est devenu maintenant l'Edouard Sapiens. Concept intéressant, c'est une valve donc biologique dans un stent en acier que l'on va inflater sur un ballon. Et puis, quasiment simultanément, un chirurgien français lui aussi, Jacques Seguin, chirurgien cardiovasculaire, invente lui aussi une autre prothèse qui a le même but, mais qui n'a pas les mêmes caractéristiques, puisque celle-là, c'est aussi une prothèse biologique, mais elle est dans un stent en nitinol, dans un stent à mémoire de forme. Un stent qu'on va larguer, et la prothèse va prendre sa place toute seule au niveau de l'aorte. Donc deux inventions qui surviennent à peu près en même temps, début des années 2000, et puis finalement, on commence réellement à les utiliser en clinique en 2007-2008. Plusieurs tailles, peu importe. Initialement, c'était fait pour la voie fémorale, un petit peu pour la voie transapicale, hein, par petite thoracotomie, et puis depuis, on a inventé des tas d'autres voies pour implanter ces prothèses, la voie carotidienne, dans la carotide primitive, la voie axillaire, qui est une excellente voie, notamment à gauche, la voie aortique, aussi transaortique directe, en faisant les petites manubriotomies. Donc tout ça a énormément avancé. Juste quelques chiffres. France 2, c'était le registre, puisqu'en France, on a la chance d'avoir eu, dès le début, pour une fois, on a bien fait les choses. Un registre exhaustif. C'est le seul pays où on a un registre exhaustif pour les valves percutanées, il faut quand même le dire. Et donc le registre, vous voyez, France 2, de janvier 2010 à octobre 2011, il y avait eu 3191 patients recensés dans ce registre. Et vous voyez que l'année dernière, pour l'année 2013, c'est plus France 2, c'est un autre registre, France TAVI cette fois, eh bien il y avait 3707 patients. À l'échelle mondiale, on avait en début d'année un peu plus de 100 000 patients implantés. Jusqu'à on ne va pas parler d'interventionnel sans montrer quelques images. Ça, c'est l'implantation, vous voyez, d'une corvalve, donc à mémoire de forme. Et on est en train de larguer la prothèse ici. Voilà, vous voyez là, alors vous voyez peut-être pas très bien. Si vous voyez très bien la prothèse qui est en train de se larguer, petit à petit, c'est donc le nitinol, à mémoire de forme, qui prend sa place et qui arrive ici. Voilà, la prothèse est complètement larguée au niveau de la racine aortique et on est en train de retirer le matériel d'implantation. Jusqu'à ce moment-là, c'était encore du 18 French. Si on veut regarder l'autre prothèse, qui est la Sapiens. Je reviens juste en arrière pour vous montrer les deux images. Voilà. La Sapiens, par voie donc dite rétrograde, par voie transfémorale, vous voyez, c'est un stent sur un ballon. Et la même chose par voie transapicale ici, au niveau de l'orifice aortique. Voilà, donc tout ça on a appris à le faire dans les années 2007-2008, un peu 2009. Maintenant, on ne devient pas trop mauvais. Et je vais vous maintenant montrer un petit peu les résultats de tout ça. Tout d'abord, les chiffres justement dans France, dans le registre France TAVI, le registre français. Ce qui est intéressant déjà, c'est de voir la qualité des patients et le profil des patients qu'on implante. Patients âgés, pour l'instant, en France et quasiment partout dans le monde, les recommandations sont d'utiliser ces techniques uniquement pour des patients dits à haut risque chirurgicaux ou fragiles, etc. Et donc vous voyez que dans le registre France TAVI, l'essentiel, les 3/4 des patients sont des patients qui ont plus de 80 ans, sachant, vous voyez, qu'il y a quand même quelques patients qui sont implantés à des jeunes moins avancés, simplement parce qu'ils ont d'autres raisons d'être implantés avec un TAVI, donc d'autres contre-indications à la chirurgie. Si on regarde en termes de score de gravité, vous savez qu'en France on utilise en chirurgie cardiaque l'Euroscore, et en règle générale on disait qu'il fallait au moins un Euroscore à 20% pour être candidat à TAVI. Vous voyez que c'est vrai, mais pas toujours vrai quand même, et que finalement 2/3 des patients ont des Euroscores inférieurs à 20% dans le registre France TAVI, donc qui est le registre le plus récent qui a commencé en 2013. Donc on voit bien qu'on a
quand même très largement élargi les indications. Si vous regardez sur ce diagramme-ci, vous voyez que la moitié des patients sont encore des patients dits à haut risque chirurgical. Ce sont des patients qu'on n'a pas tellement envie d'opérer et qu'on préfère faire un TAVI. Quelques patients dits inopérables, ça existe quand même, les patients inopérables. Au début, on disait non, ça n'existe pas. Et puis petit à petit, on a vu des patients clairement qui sont réellement inopérables et pour lesquels on préfère vraiment utiliser un TAVI. Et puis, il y a ces patients qui seraient opérables éventuellement, mais qui sont dits fragiles. Vous voyez, c'est quasiment un quart des indications. Alors, c'est un peu facile, fragile. Hein. Ça peut être aussi l'appréciation du médecin qui veut faire un TAVI et pas une chirurgie. Mais cela dit, c'est vrai qu'il y a quelques patients qui n'ont pas de comorbidité majeure, qui peuvent être opérés, mais on voit bien que les suites opératoires risquent quand même d'être un petit peu difficiles. Et c'est certain que ce matin, j'ai fait un TAVI à un patient qui a 92 ans. J'ai préféré lui faire un TAVI qu'une chirurgie classique, une chirurgie conventionnelle. Et puis quelques autres indications qui sont souvent des histoires de chasse. Si on regarde, je vous ai dit qu'on avait largement élargi les voies d'abord. Vous voyez que la voie transfémorale reste quand même la voie princeps. C'est 3/4 des patients par voie transfémorale. Et vous voyez, il y a quand même des voies transaortiques, la voie transapicale, la voie sous-clavière, la voie carotidienne. Ce qui fait qu'on a quand même 20% de voies qui ne sont pas des voies transfémorales actuellement. Alors, ça c'était pour les résultats France TAVI. Maintenant, puisqu'on parle des résultats, il faut quand même, à notre époque, parler de la médecine basée sur les évidences. Et donc, je vous ai repris 3 grandes études qui sont forcément toutes nord-américaines pour l'instant. Et c'est quand même une des chances qu'on a eues aussi avec les TAVI, c'est que les études sont venues presque immédiatement en même temps que les valves arrivaient sur le marché. C'est-à-dire que en France, on a eu le registre en même temps que la valve est arrivée sur le marché, ça conditionnait le remboursement. Et aux États-Unis, les TAVI sont arrivés sur le marché avec les études randomisées. Et ça, je crois que c'est une grande chance de pouvoir d'emblée mettre des chiffres sur ce que l'on fait. Et donc, première étude, c'est l'étude partenaire qui d'abord avait comparé le TAVI avec, vous voyez, le traitement médical du rétrécissement valvulaire aortique, un traitement médical qui n'existe globalement pas. Il n'y a pas de traitement médical, si ce n'est les diurétiques et puis l'attente de la fin de vie. Donc, c'est des patients qui n'étaient pas opérables, d'âge moyen relativement élevé, 83 ans en moyenne, avec alors c'était pas l'Euroscore, c'est les États-Unis, un STS score relativement élevé aussi. En général, on dit qu'au supérieur à 11, c'est un STS score élevé. Des patients fragiles avec des fonctions rénales qui étaient parfois altérées, etc. Peu importe. Et vous voyez que là encore, si on compare de façon randomisée le TAVI avec le traitement médical, eh bien, comme dirait nos jeunes, il n'y a pas photo. Vous voyez qu'il y a un vrai bénéfice de survie. On ne parle même pas de qualité de vie, simplement un vrai bénéfice de survie en faveur du TAVI. Donc, quelqu'un que l'on ne peut pas opérer, il est clair, à condition d'être raisonnable, bien entendu, parce qu'il faut aussi essayer d'améliorer la qualité de vie de ces patients, on va parler juste après, mais il est clair qu'il vaut mieux faire un TAVI, prendre le risque, parce que je vais vous montrer, c'est quand même prendre un risque de faire un TAVI plutôt que de le traiter médicalement, parce qu'on a un bénéfice en termes de survie. Alors bien sûr, très rapidement, il a fallu comparer cette nouvelle technique à la chirurgie conventionnelle, qui fait quand même pas si mal que ça. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Deuxième bras d'études partenaires, là encore, nos collègues nord-américains, qui cette fois vont comparer le TAVI avec la chirurgie de remplacement valvulaire aortique, chirurgie conventionnelle. Beaucoup de patients, quasiment 700 patients inclus, avec dont des patients à haut risque chirurgical, des Euroscore à 20, et randomisés, vous voyez, avec 348 patients qui étaient dans le groupe TAVI, soit par voie transfémorale, soit une centaine de patients par voie transapicale, ou de l'archichirurgie conventionnelle pour 351 patients. Première chose, quand on compare la survie, ou la mortalité, vous regardez ça comme vous voulez, eh bien, il n'y a pas de différence. Alors, on peut voir ça d'un côté ou de l'autre. Soit le TAVI fait au moins aussi bien que la chirurgie en termes de risque opératoire, ce qui est assez concevable. On peut voir ça dans l'autre sens aussi. La chirurgie ne tue pas plus que le TAVI. La chirurgie, je vous rappelle, du cardiaque, c'est quand même une anesthésie générale, une sternotomie, une circulation extracorporelle. Et bien malgré tout ça, et bien finalement, il n'y a pas plus de décès après de la chirurgie conventionnelle qu'après un TAVI. Ce qui veut bien dire que, attention, lorsqu'on parle avec les patients, lorsqu'on essaie de prendre la meilleure décision en termes de traitement, eh bien, ce n'est pas le critère qui va nous permettre de choisir TAVI ou chirurgie. Ce n'est pas ce critère qui va nous permettre de choisir quelle indication on va poser chez un patient donné. Ce n'est pas la survie. Alors, si on regarde ensuite en termes de complications post-procédure, vous avez, c'est toujours la même étude, donc la morbidité, ici à 1 an, ici à 2 ans, on peut regarder à 1 an, c'est suffisant, chirurgie, TAVI,
Dans cette étude partenaire, il y avait quand même plus d'accidents vasculaires cérébraux, tout confondu. Si on regardait que les AVC graves, c'était pareil. Si on regardait AIT plus AVC, il y avait significativement plus de troubles neurologiques après le TAVI qu'après la chirurgie. Plus de complications vasculaires, ce qui est assez logique, après le TAVI, puisqu'on passe par les vaisseaux. Avec la chirurgie, on passe directement au niveau de l'aorte. Pas de différence en ce qui concerne les infarctus du myocarde. Pas de différence en ce qui concerne les pacemakers, parce que c'était avec la Sapiens, ça aurait été avec la Corval, on va en parler après, on aurait eu plus de pacemakers. Donc un peu plus quand même de complications. Les complications qui étaient plus fréquentes pour la chirurgie étaient des complications qui, à mon sens, sont un peu moins sévères, puisqu'il s'agissait plus d'arythmie par fibrillation auriculaire. Et ça, c'est vrai qu'après la chirurgie, ça fait partie des choses qui nous embêtent un petit peu. Et un peu plus de transfusion sanguine, mais rappelez-vous qu'on a affaire à des patients âgés qui déjà souvent arrivent quand même avec des hématocrites assez bas. Alors quel est l'avantage du TAVI dans tout ça? L'avantage du TAVI, il est résumé ici. On récupère juste plus vite. C'est logique, on n'a pas d'anesthésie générale, ou pas toujours, puisque quand on passe par voie fémorale, c'est de l'anesthésie locale. On n'a pas de circulation extracorporelle, on n'a pas les douleurs, le caractère invalidant de la sternotomie, donc on récupère plus vite. Et vous voyez qu'en termes de fonction NYHA, en post-opératoire immédiat, et même encore à 6 mois, ça reste encore quasiment significatif, eh bien, la casse fonctionnelle est meilleure après un TAVI qu'après une chirurgie. C'est vrai aussi pour le test de marche de 6 minutes. C'est quasiment, pour cette étude en tout cas, le seul bénéfice que l'on ait du TAVI par rapport à la chirurgie. Donc ça, je crois que c'est extrêmement important lorsqu'on parle avec les patients qui nous disent « bah oui, moi je préfère le truc qu'on me passe par l'intérieur ». Bah oui, je comprends bien, madame, que vous préférez ça, mais c'est pas comme ça qu'on raisonne. On va pas plus vous tuer si on fait de la chirurgie que si on fait un TAVI, premièrement. Deuxièmement, le seul bénéfice que l'on attend, c'est que vous sortiez plus vite de l'hôpital. Ce qui, pour les gens âgés, est un vrai bénéfice. On le sait, rester longtemps à l'hôpital, lorsqu'on est âgé, c'est pas bon. Donc ça, c'est un vrai bénéfice. Mais si ça s'arrêtait là, ce serait facile. Le problème, c'est ça. Ce sont les fuites paraprothétiques après TAVI. Fuites paraprothétiques, quand on met une prothèse au niveau de l'anneau aortique, eh bien, si nous, en tant que chirurgien, on coupe pas bien, eh bien, il va y avoir une petite déhiscence et le sang va repartir de l'aorte vers le ventricule gauche, donc paraprothétique. Ça va créer une fuite, l'équivalent d'une fuite valvulaire aortique. Et même chose, si, lorsqu'on met une valve percutanée, alors là, c'est pas parce qu'on va mal coudre, c'est parce qu'elle va mal se positionner. Je vous rappelle qu'on n'enlève pas la valve native, on n'enlève pas les calcifications. Donc, les calcifications peuvent gêner la position simplement de cette prothèse au niveau de l'anneau aortique. Eh bien, ça peut créer une fuite. Et le problème, c'est que, vous voyez dans cette étude, à 6 mois ou à 1 an ou à 30 jours, peu importe, les fuites modérées à sévères, donc c'est le violet et le rouge, eh bien, sont nettement plus fréquentes après le TAVI qu'après la chirurgie. Alors on peut dire, oui, mais à 1 an, il y en a un petit peu moins. Oui, sauf que ceux-là, déjà, ils sont morts. D'accord? Parce qu'on va voir sur les diapos suivantes, la fuite paraprothétique, c'est un facteur de risque de surmortalité à 3 ans, et même à 1 an. Donc c'est le problème du TAVI, en fait. Oui, ça fait aussi bien que la chirurgie, quasiment en termes de mortalité, ça c'est clair. On récupère plus vite, donc c'est un bénéfice, mais attention, il y a encore des fuites paraprothétiques. Et ces fuites paraprothétiques, si on prend le registre France 2, eh bien, dans ce registre, en études multivariées, une insuffisance aortique de grade égal ou à 2, supérieur ou égal à 2, était un risque indépendant de surmortalité à 1 an. 2,5 fois plus de mort à 1 an si on a une fuite paraprothétique que si on n'en a pas. Donc, c'est le problème majeur du remplacement valvulaire aortique par voie percutanée. Et c'est vrai aussi lorsqu'on regarde ces courbes, eh bien, vous voyez que c'est toujours ça, je crois que c'est pas l'étude partenaire, c'est l'étude advance avec l'accord valve. Eh bien, si on a une insuffisance paraprothétique moyenne à sévère, eh bien, vous voyez qu'on a une surmortalité à 2 et 3 ans par rapport aux patients qui n'ont pas de fuite paraprothétique. Et ça reste vrai si on décompose ces fuites moyennes à sévères en modérées sévères par rapport à ceux qui n'en ont pas, eh bien là encore, on a une surmortalité. Donc le TAVI, c'est bien, on récupère plus vite, on ne tue pas plus, mais attention, s'il y a une fuite paraprothétique, on meurt plus à 1 an et à 3 ans. On en était là. Et puis, ça c'était avec la Sapiens, ces 2 études-là, l'étude partenaire. Et puis plus récemment, eh bien, on a eu la même étude randomisée avec la Corvalve, l'autre, celle qui est sur un stent à mémoire de forme. Et là, vous allez voir, on a avancé un petit peu quand même. Même design d'études pour des patients, là encore, à haut risque chirurgical, quasiment 1000 patients screenés, et puis finalement, il y a presque 800 patients qui sont randomisés. Et on randomise soit pour une chirurgie conventionnelle, soit pour un TAVI. Qu'est-ce que l'on voit? Eh bien que là, cette fois, il y a un peu de différence en termes de mortalité. Et ce n'est pas en faveur de la chirurgie, c'est en faveur du TAVI.
on a 0,04. Le TAVI, en termes de survie à 12 mois, est supérieur à la chirurgie chez ces patients en risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le maniement du TAVI, on a quand même progressé et que les complications, notamment vasculaires, qui étaient des tueuses, ces complications initialement, on les a plus. Nos collègues nord-américains ont bien appris, tant et si bien que maintenant, eh bien, tout le bénéfice du TAVI commence à arriver et on voit qu'on est quand même, en termes de survie, chez des patients en risque, une fois de plus, on ne parle pas des patients standards, des patients en risque, eh bien, le TAVI fait mieux que la chirurgie conventionnelle. Ce bénéfice continue à 2 ans, c'est-à-dire que globalement, eh bien, ce bénéfice, il apparaît dès le début, il est vrai à 1 an, et à 2 ans, on continue à avoir le même bénéfice. Si on regarde sur les accidents vasculaires cérébraux, je vous avais dit initialement, dans la première étude partenaire, on avait un peu plus d'accidents vasculaires cérébraux pour le TAVI par rapport à la chirurgie. Ce n'est plus vrai. Il n'y a pas de différence en ce qui concerne l'étude avec la Corvalve. Là encore, parce que je crois qu'on a bien appris à utiliser, à bien rincer les désilés, etc., chose qui n'était pas toujours bien faite initialement. Et ça, on l'avait vu dans les études françaises, où les gens savaient peut-être un peu mieux manier les désilés, avaient bien appris. Globalement, on n'avait pas, nous, de différence en termes d'accidents vasculaires cérébraux. Et là encore, si on regarde juste les accidents vasculaires cérébraux majeurs, vous voyez, pas de différence. Là encore, c'est la Corvalve, et là encore, comme tout à l'heure avec la Sapiens, l'une des grosses différences, ça va être le taux de fuite paraprothétique. On a plus de fuite paraprothétique aussi avec la Corvalve par rapport à la chirurgie, et donc une surmortalité pour ces patients-là. Il faut continuer à être vigilant par rapport à ça. Si vous prenez les autres complications, eh bien vous voyez qu'il y a plus de complications vasculaires avec le TAVI, ce qui est logique, une fois plus. Beaucoup plus de pacemaker parce que c'est la Corvalve, et puis plus de fibrillation auriculaire et de saignement pour ce qui est de la chirurgie. Donc en conclusion, ben oui, le TAVI, c'est une avancée considérable dans la prise en charge du rétrécissement valvulaire aortique. Ça, c'est évident. Les résultats actuellement du TAVI sont comparables, voire supérieurs, vous l'avez vu dans la dernière étude, à la chirurgie chez les patients en risque. Et on attend pour 2015-2016 les études randomisées sur les patients à risque moyen. Et donc ça va être extrêmement intéressant, voir si on peut élargir nos indications. Les nouvelles générations de TAVI qu'on commence déjà à utiliser, donc pas celles qui sont dans les études, il y a moins de fuites, très clairement. Les introducteurs sont plus petits, on était sur 18 French, maintenant on est sur du 16, voire du 14 French. Et elles sont repositionnables. Si c'est pas bien, on recapture et on la remet. Ça devient réellement extraordinaire. Donc ça va devenir, c'est presque, mais ça va vraiment devenir le traitement de référence à moyen terme, je ne donne pas 5 ans ou 6 ans, pour que ce devienne réellement le traitement de référence du rétrécissement valvulaire aortique. Donc il faut, comme tout à l'heure on a parlé pour l'endoscopie, que les chirurgiens soient particulièrement impliqués dans ces prises en charge des patients. C'est-à-dire celui qui fait, celui qui sait faire. Point barre, c'est un chirurgien, un cardiologue, un radiologue, n'a aucune espèce d'importance. Celui qui a appris, celui qui est formé, doit faire, et donc on doit former nos jeunes chirurgiens à cette prise en charge. Et la prochaine étape, bien entendu, ça va arriver, c'est le remplacement valvulaire mitral. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pascal. Bon, moi je pense qu'à partir de 2020, on ne fera plus, pour des remplacements valvulaires par des bioprothèses, ce qu'on a toujours fait depuis 50 ans. Depuis 50, on ne fera plus. C'est-à-dire que l'opération de base, Pascal, ce qui vous a parlé, c'était malade à risque. Sa question ne se posera pas. Bioprothèse, on ne met pas cette voie-là. Et puis, à partir de 2030, la question ne sera plus ça. La question va être suivante, comment on va pouvoir fortifier le ventricule pour qu'il puisse ouvrir la valve. Et c'est ça qui va venir concurrencer le TAVI que vous êtes en train de faire aujourd'hui. À partir de 2030, si nous serons vivants, on verra qu'on nous présentera des dossiers entre des gens qui ont des comprimés pour donner avec le cœur fortifié pour que ça marche, beaucoup plus que de mettre des TAVI. Voilà, je fais l'oracle qui est en train de dire comment ça va se passer, on verra. Vous avez des questions à poser ? Oui. Jean-Jacques Rambaud de Grenoble. Le coût, est-ce qu'il y a une différence de coût? Parce que c'est vrai que c'est... Non, il y a plusieurs études médico-économiques qui montrent que finalement, ça coûte moins cher de faire un TAVI que de la chirurgie conventionnelle. Donc on y arrive, on hospitalise moins longtemps, on fait sortir... On n'est pas encore à l'ambulatoire, mais on s'en approche quand même petit à petit. Donc le coût n'est vraiment plus un problème, même si les valves sont vendues plus chères. Monsieur Barthet.
Oui, une question technique. On utilise des prothèses un peu comme vous, avec un maillage métallique. Et même sur les tissus bénins, ces prothèses sont envahies assez rapidement par des bourgeons charnus de régénération qui sont en fait une réaction de corps étranger. Est-ce que vous avez le même problème, vous, au niveau de l'endocarde? Parfois, on utilise des prothèses métalliques, mais le problème de ces prothèses métalliques, c'est qu'elles sont couvertes, mais qu'elles migrent, donc on ne peut pas les utiliser dans les indications bénignes. Comment est-ce que vous faites pour que les prothèses ne soient pas envahies? Nous, on a la chance de les mettre dans l'aorte, en fait. Et on a quand même une grosse expérience avec ces prothèses dans l'aorte, avec les stents couverts ou non couverts d'ailleurs dans l'aorte thoracique descendante. Et globalement, même si elles s'habitent petit à petit, avec un peu de néo-endothélium, il ne se passe pas grand-chose. À cause du flux circulatoire. Oui, exactement. C'est qu'il y a un tel flux dans l'aorte que finalement, il ne se passe rien. Initialement, on avait peur qu'il y ait des... On sait que le nitinol consomme un peu de plaquettes quand on le met dans l'aorte, avec des troubles de formation de thrombie. Donc on le laisse sous antiagrégants au début. Et on sait que maintenant, au bout de quelques mois, on peut même arrêter les antiagrégants chez les patients chez lesquels on a vraiment envie d'arrêter les antiagrégants. D'accord. Intéressant. François Richard. Non, c'est justement ce dont parle Marc Barquet. En neurologie, ça a été le problème. Pour toutes les prothèses endo-urétrales ou endo-urétérales, ça a été la prolifération. Il y a certains malades à qui on devait faire des résections du tissu de prolifération à l'intérieur des prothèses. Et on a, malheureusement, en neurologie, on n'a pas réussi à véritablement régler ce problème-là, mais malheureusement, on n'a pas des pressions d'ordre de celle de l'aorte, en effet. Non, mais pour bien montrer d'ailleurs que c'est lié à la fois à la taille du vaisseau et puis au flux, c'est que dans les coronaires, c'est un problème que l'on retrouve avec la prolifération des cellules musculaires lisses. Donc dans les coronaires, on a ce problème parce que c'est tout petit, alors que dans l'aorte, non, c'est un problème qui n'existe pas. Merci beaucoup, Pascal.